C'est bon, bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Je me présente, Jérôme Cognet, je suis développeur PHP Symfony chez Linkvalue depuis 3 ans. Je fais donc beaucoup de back, un peu de front. Je suis également membre du comité RSE et pour qui ça parle, je suis également membre d'une communauté, enfin leader de communauté. Bref, je suis bien impliqué chez Linkvalue et puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu de no code avec Romain. Bonjour à tous, Romain, je suis product manager aussi depuis quasiment 4 ans maintenant chez Link Value, au sein d'une équipe qui s'appelle le Booster. Product manager, product owner, retour de l'être aimé, avant-vente, voilà, je file les coups de main un peu partout dans une petite structure de 100 personnes. Et effectivement, ça a l'occasion de discuter et d'avoir ce regard croisé sur le no-code. Oui, effectivement, Romain a présenté un regard, enfin, va présenter un regard un peu plus fonctionnel, un peu plus donc, de gestion de projet. Moi, de mon côté, j'ai eu la chance de mettre les mains dans le cambouis. Alors, mettre les mains dans le cambouis, c'est sûr, mais soyons honnêtes, on n'a pas l'expertise, on n'est pas non plus des experts no-code. Mais voilà, on a décidé de creuser et de faire un petit retour d'expérience de, je sais pas, quelques mois d'utilisation approfondie des outils. Alors moi, de mon côté, j'ai utilisé beaucoup Airtable. Et je crois que Romain, toi, c'était plutôt Bubble. Ouais, tout à fait. Moi, j'étais plutôt sur Bubble et comme tu le disais, hein, là, c'est un regard en toute humilité sur le no-code. On a notre toute petite expérience sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à venir nous corriger dans le chat si vous voyez qu'on est vraiment, qu'on a une vision très parcellaire du sujet, à venir intervenir. Ce sera avec grand plaisir. L'idée, c'est que ça puisse échanger, discuter, batailler, prêcher pour sa paroisse. Donc, surtout, n'hésitez pas. Juste petite intro, en revanche, on fait tous les deux partie de la société qui s'appelle Link Value. C'est une entreprise de conseil de réalisation IT. On est implanté sur 3 sites que sont Paris, Lyon et Lille, avec une grosse activité conseil, mais également booster euh, pour accompagner des clients dans leur transfo digital sur des équipes avec une, deux, trois personnes en fonction de la typologie de projet qu'on peut avoir. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on va vous parler du no-code. Effectivement. Comme disait ce petit talk, c'est un retour d'expérience. On va commencer par expliquer pourquoi on a décidé de faire du no-code, chacun de notre côté. On ne s'est vraiment pas concerté. Donc, on va présenter nos cas d'usage assez différents. On va ensuite présenter les problèmes qu'on a rencontrés, les avantages, les solutions en quoi ça nous a dépanné. Et puis, voilà, après, on fera une petite conclusion, tourner autour peut-être du Green IT si on a du temps, ou pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Alors déjà, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi et comment on est arrivé à faire du no-code. La solution déjà, c'est une solution qui monte. On entend beaucoup parler. On a même aussi des outils en interne que sont Notion, par exemple, qui est aussi une application no-code, alors avec des fois quelques petites spécificités par rapport à d'autres. Forcément, si on entend une solution pas chère, utile, on se dit que c'est peut-être en fait quelque chose qu'on peut tester nous-mêmes au sein de Link Value pour se forger notre propre avis. On a également eu le droit, du coup, c'était une formation, ouais, c'est une initiation en fait. C'est ça, effectivement, on a 1 heure et demie de présentation Oui. du no-code, en particulier une présentation particulièrement sur Bubble. Donc, c'était en partenariat avec OnTrain et Auto, en particulier Thibaut nous a présenté Bubble avec une petite démonstration. Donc, ça nous a pas mal titillé et ça nous a donné envie de faire notre propre avis. Et il a bien vendu son truc, parce que du coup, effectivement, on a voulu tester. C'est ça. Et puis surtout, moi, à titre personnel, comme je suis développeur, je voulais savoir si dans combien de temps j'allais être à la retraite. Donc, voilà. Et moi de me dire, je suis pas développeur, et du coup, ça m'intéresse d'autant plus de me dire, je peux me passer des développeurs, donc c'est cool. Donc voilà, c'était une belle opportunité finalement. On a voulu se forger notre propre avis, donc on l'a vécu d'une manière un peu différente et un peu singulière chacun de notre côté. Et l'idée, c'est de mettre tout ça un peu à plat, d'avoir du coup nos retours. Ce qui est aussi forcément très intéressant pour nous, enfin surtout pour moi déjà, c'est la facilité de prise en main, forcément. C'était un des angles d'attaque sur le sujet. Et une solution qui, sur le papier, semble pas chère pour un client, donc ce qui peut être aussi bien pour tester un marché, tester une idée.
Donc, pour illustrer nos propos, on va se baser sur trois cas d'usage. Donc, le premier qui va être présenté par Romain, ça va être un POC de zéro, je crois. Ensuite, j'ai présenté mon cas d'utilisation, donc c'est comment utiliser Airtable comme une super base de données Google Sheet. Et puis après, on verra comment Romain a pu utiliser de nouveaux Bubble pour faire de l'avant-vente. Alors d'ailleurs, on va vous faire un gros disclaimer. Alors, je suis désolé, c'est pas très joli. Vous voyez qu'il y a du gris un peu partout parce qu'en fait, c'est des logos de notre client qui est caché. Pour vous donner un peu le contexte du POC, il est plutôt simple. Un client qui vient nous voir et qui veut faire un gros fork de son activité principale qui est plutôt liée sur, comment dire, les services d'aide à la personne. Donc, il dit, bah tiens, je vais envie de tester un peu plutôt quelque chose qui soit plutôt plus proche de l'éditeur de logiciel. Et bah, j'ai quelques intuitions. Sauf que là, bah, moi de mon côté, je me pose beaucoup de questions sur un gros changement quand même de modèle économique. Je ne sais pas du tout si le marché est prêt à utiliser son produit. Et donc là, on se dit, bah, il y a une opportunité avec le no-code, c'est-à-dire de mettre en place une solution à pas cher, en peu de temps, pour tester le concept, et ensuite bah, démarrer véritablement sur un produit plus peut-être scalable qui va nous permettre d'accueillir potentiellement plusieurs clients. Donc là, comme vous pouvez le constater là sur les slides, on est sur du bubble. Alors, comme vous le constatez, c'est pas très joli parce que je suis pas très design. Mais en revanche, le client était content, ça faisait le job. Ça nous a permis d'avoir des petits workflows intéressants entre l'attribution d'une demande, la transmission auprès d'une équipe, de récupérer un détail de la commande, de pouvoir la traiter, envoyer automatiquement des mails. C'est quand même une application qui se révèle être assez riche, avec même un petit parcours qui est à droite de l'écran d'inscription, de connexion. Euh, Pas mal finalement d'outils qui nous ont permis de développer un POC de A à Z. Et comme le nom l'indique, c'est vraiment pour prouver le concept. Donc, tout n'est pas forcément au bon endroit, tout n'est pas parfaitement réfléchi, mais ça nous a permis de tester. Second exemple, cette fois-ci, c'est plutôt de ton côté, Jérôme, avec Airtable. Oui, effectivement, de mon côté, la problématique, c'est que on était une association quand même de moyenne taille. On tient un bar associatif à côté de République. On a à peu près 1000 bénévoles, 1200 bénévoles. Et jusque-là, en fait, on s'amusait à récupérer toutes les coordonnées, toutes les informations des personnes sur un outil de communication, donc Telegram. Donc, il fallait imaginer que la responsable des bénévoles récupérait les pseudos, poser des questions, comment tu t'appelles, des choses comme ça, à la main, remplir un fichier Google régulièrement et regarder les personnes qui quittaient ce qu'on appelle les boucles Telegram, donc c'est l'équivalent de channel. Et donc, à partir de ces personnes qui partent, elles devaient mettre à jour le fichier Google. Donc, c'était un gros boulot fait à la main. Et voilà, moi, en tant que développeur, je suis une belle feignasse. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être un moyen d'automatiser tout ça. Et donc, j'ai proposé Airtable. L'avantage Airtable, c'est qu'effectivement, c'est une sorte de super Google Sheet. C'est-à-dire, d'un côté, on a des données en format tabulaire, donc des lignes, comme on voit la première capture d'écran. Et à côté de ça, on peut facilement brancher un formulaire. Dedans, on peut mettre des contrôles de surface. Et également, ça propose un certain nombre d'autres outils. Donc, je ne sais pas si on voit bien dans le capture d'écran au milieu, ça permet de faire des pages statiques qui résument des informations qu'on a saisies dans le back-office. Et également, c'est très facile de plugger un outil d'Agile, donc un outil de Kanban à droite. Et donc, ça automatisait un peu tout le process d'inscription des bénévoles. Et en même temps, ça nous ouvrait sur d'autres outils. Donc, voilà, c'était une super aventure. Et donc, pour le coup, c'était vraiment une sorte de grosse base de données. Je te relaisse la main, Romain. Mais je trouve que j'ai l'impression d'être vraiment le parent pauvre de l'interface, parce que quand je vois les captures écran que tu présentes sur Airtable et moi, les interfaces que je monte, c'est vraiment pas terrible. Si je Mais peux me bon, ça, on va y permettre, revenir. c'est Airtable qui est comme ça de base, hein. Pour le moment, on ne peut pas customiser vraiment les interfaces. Ça marche. Ça, c'est le deuxième cas que je peux vous présenter, ma deuxième expérience sur le no-code. C'est un client, pareil, enfin plutôt même un prospect, qui vient nous voir et qui nous présente des super slides sur une application de cashback. Euh, Plutôt bien foutu, avec un beau modèle économique qui est pensé, des super slides qui ont été bien travaillés, bien léchés, euh, business plan associé, tout va bien, sauf qu'il n'y a pas l'application.
Donc là, c'est un peu le drame, notamment lorsque le prospect vient nous voir pour avoir un chiffrage de son produit. Donc là, le no-code a été pour moi en fait une belle opportunité pour permettre finalement de travailler avec le client en phase d'avant-vente pour essayer de construire les applications au fur et à mesure. Oui, pour la question, qu'est-ce qu'une application de cashback? C'est une application qui permet de récolter de l'argent en dépensant de l'argent. Donc typiquement, tu vas en magasin, tu dépenses 10 euros pour acheter un produit, ben, on te crédite automatiquement 50 centimes sur l'achat que tu as bien effectué. Donc là, c'est l'application qui a été montée sur Bubble. On a travaillé avec le client pour surtout arriver à le faire accoucher finalement de toutes ces idées, dire OK, en fait, comment ça doit fonctionner? OK, il y a une partie à droite là qui est vraiment la partie back-office. On va avoir des informations qui vont nous être nécessaires, comme le suivi, par exemple, du chiffre de vente que l'on peut avoir, les dernières transactions qui vont apparaître. Voilà, comme ça, commencer à articuler finalement toute cette réflexion comme bas gauche de l'écran, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'écran le plus pertinent que vous pouvez voir, qui est cette fois-ci l'interface mobile. Moi, consommateur, je vais avoir mon interface entre les mains. Comment ça va se passer? Comment je vais faire mon enrôlement, renseigner ma carte bleue, faire ma création de compte, etc., etc. En fait, toute cette démarche-là était assez intéressante. On va le voir de toute façon dans les bénéfices aussi du no-code. Ça a vraiment permis finalement de discuter avec le client et de créer un vrai relationnel avec lui et d'avoir en fin de compte directement ce côté on va arrêter de discuter pendant des heures sur un chiffrage et un fichier Excel. On va déjà travailler sur la vraie proposition de valeur que vous allez chercher à travers le produit. Alors, heureux? Eh C'est un peu ben, là où on va vous commencer à vous donner tous les avantages et les retours qu'on a pu avoir sur le no-code. Donc en fait, en termes d'avantages, il y en a pas mal quand même. C'est-à-dire, le premier, c'est vraiment la facilité de prise en main de l'interface. Que ce soit, je pense, sur Airtable ou en tout cas, pour avoir déjà sur Bubble, dont je suis certain, c'est que vraiment, il y a toute cette interface en drag and drop, donc en glisser-déposer. Tous les éléments sont à gauche de l'écran, on sélectionne, on met un bouton, on l'appelle comme on veut, on change la couleur, et c'est parti. Donc, ça a vraiment ce côté très puissant de, on peut tout casser, tout mettre immédiatement à disposition de l'utilisateur, et vraiment, en fin de compte, confronter des fois aussi le client à la réalisation de son produit. On a beaucoup de clients qui viennent avec des idées un peu farfelues, des très bonnes idées, mais qui veulent vraiment forcément aller chercher directement la dernière itération, la V8 de son logiciel, alors qu'on essaie vraiment de construire déjà le MVP. Et ben ça, avec l'interface de Bubble, c'est ultra rapide. On peut créer des tableaux très rapidement. Il y a quelques petites logiques forcément à avoir, mais en termes d'expérience entre le client et notre société, c'est vraiment tip top. de mon côté, enfin du côté d'Airtable, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'interface est très accessible, très propre, très claire. Tant qu'on connaît l'anglais, c'est quand même peut-être un frein pour certaines personnes. Mais rapidement, dès qu'on donne l'interface à quelqu'un, il peut facilement comprendre comment on peut filtrer, comment on peut trier, comment rajouter des champs. Et donc, j'ai l'impression que les gens s'amusent à faire rapidement, m'amusent avec en fait. Ça, c'était plutôt un des buts de l'outil. Avant, on avait un seul fichier Excel et tout le monde sait que un fichier Excel partagé, ça va forcément dans le mur parce que quelqu'un va rajouter un filtre, il y a des données qui vont disparaître, il va oublier de les retirer, donc la personne qui arrive plus tard, pareil, va dire mais pourquoi il manque telle personne? J'ai rajouté hier, alors que non, elle est bien là, mais elle est bien filtrée. Là, ça permet de créer facilement des vues avec d'autres personnes, de donner des liens aussi avec des personnes externes. Donc, au final, les gens ont été plutôt contents. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait grosso modo qu'une seule personne ou deux qui touchaient le fichier et on a pu ouvrir les données à d'autres personnes, en particulier ce qu'on appelle les référents, donc c'est les chefs d'équipe. Alors qu'avant, il n'y avait que l'équipe, ce qu'on appelle la gestion des bénévoles, qui avait accès à ces données. Donc derrière ces données, bien sûr, c'était quand même de rediriger les gens vers des pôles, vers des équipes. Donc c'était très intéressant que les chefs d'équipe puissent se dire ah machin, il est intéressé par travailler avec moi. Alors qu'avant, on devait lui donner de manière continue, tous les mois, une sorte de petit rapport. Là, il pouvait aller chercher l'information quelque part. Donc pour nous, c'était un gain de temps et je pense que pour les chefs de pôle, c'est très utile parce que comme je dis, ils peuvent filtrer, ils peuvent faire plein d'actions sur les bénévoles qui souhaitent travailler avec eux sans qu'il y ait d'impact sur les autres univers, les autres parties. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure,
de base, donc c'était ça, gérer des bénévoles, mais on a pu donner accès à d'autres outils pour les chefs de pôle en particulier. On a pu récupérer leurs besoins, savoir le nombre de personnes, par exemple, pour faire telle activité. Donc ça nous a permis de nous focaliser vraiment sur la recherche des bénévoles et de répondre aux besoins des chefs d'équipe. Donc ça, c'était vraiment gagnant et c'est grâce à la facilité de prise en main de l'outil. Et puis c'est aussi assez bluffant de rapidité. Hormis la prise en main, l'ergonomie qui est assez simple, c'est intuitif, toutes les erreurs apparaissent en rouge directement sur les interfaces. On peut comprendre très rapidement et puis on est aidé dans la formulation que ce bouton-là se rapporte à telle base de données, à telle information, donc c'est très bien. Ce qui est aussi très fort, c'est finalement toutes les plugins qui peuvent exister, aussi bien aussi les communautés qui sont très présentes. Il y a énormément de tutos, alors très tournés en anglais, sauf pour nos amis d'Auto qui ont des parcours aussi en FR. Mais il y a beaucoup de parcours qui existent pour justement expliquer comment fonctionnent les repeating groups, qui a été mon horreur sur Bubble, mais qui je pense est juste une question de pratique. Il y a comme ça toute une panoplie en fin de compte, toute une bibliothèque de plugins qui vont vraiment permettre d'aller un peu plus loin. Des choses toutes bêtes à l'initialisation d'un projet. La base de données est déjà créée par exemple avec un client, enfin un utilisateur qui est déjà connecté. Donc en fait, on ne peut pas louper cette étape-là. On a des plugins qui existent avec des mesures de connexion déjà toutes faites. Au démarrage d'un projet, on est déjà sur un template de projet avec les pages 404, des pages de connexion, la landing page, la page index, etc., etc. Donc il y a vraiment toute une matière qui permet de se lancer sur un projet. J'ai envie de dire, et c'est pas peu de le dire, en moins de 2 minutes, on a démarré un projet et on peut commencer déjà à travailler sur l'interface et à travailler sur l'outil. Pour le coup, c'est un peu pareil pour Airtable, donc c'est super intéressant. En même temps, je vais rebondir sur un sujet, sur la partie plugin extension. Effectivement, c'est une grande force, je pense, d'Airtable. C'est-à-dire que quand on veut lancer sur Airtable, on a tout de suite des templates d'outils, de vues déjà faits. Par exemple, moi, pour mon association, j'ai pu réfléchir à une base de données en partant d'un système d'Alumi qui existe déjà. Après, je sais qu'il y a des systèmes de magasins, des systèmes je crois, de cahiers de recettes, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que demain, quelqu'un veut lancer sur un sujet, il se connecte sur la base de données de template et il a déjà une base de données déjà tout faite. Donc après, il peut la customiser assez facilement. Donc ça, c'est bien. Puis en même temps, il y a plein d'outils en plus, c'est-à-dire des plateformes vers d'autres systèmes. Par exemple, pour le cas de la base, de la base, effectivement, j'ai pas dit que l'association s'appelle La Base, donc c'est un peu perturbant si je parle de la base. Donc, dans le cadre de la base, par exemple, il y a des plateformes vers Sendinblue ou des outils d'envoi de mail. Donc, c'est-à-dire qu'on a une base de données et on peut alimenter comme ça assez facilement Sendinblue. On peut faire un système de trigger, c'est-à-dire, par exemple, dès que quelqu'un s'inscrit sur Airtable via un formulaire Airtable, on peut faire un appel à Sendinblue pour également ajouter dans la base de données Sendinblue. Alors, sur cette partie-là, je pense que j'en reviendrai un petit peu plus tard. Rapidement, on a quand même un petit mur sur Airtable, c'est que faut payer les extensions et également, faut pas oublier que les services externes peuvent être payants. Alors également, je voulais parler, si tu as des choses à rajouter, Romain, parler un peu de la partie API côté Airtable. Vas-y, je t'en prie, vous m'en direz après. D'accord. C'est-à-dire que, comme je dis tout à l'heure, je suis développeur et rapidement, j'ai regardé la base l'API d'Airtable et j'étais bluffé par la facilité de prise en main. C'est-à-dire que, par exemple, on a une base de données qui s'appelle la base. On va dans l'API, dans la doc, et tout de suite, on peut choisir la base de données, donc la base, et dessus, il te propose directement de faire des appels dessus en te disant, si tu veux tel champ, voilà comment tu dois faire, ce tel autre champ, fais comme ça. Et en 2 temps, 3 mouvements, j'ai pu faire des appels à la base de données d'Airtable, donc c'est super bien. Avec Symfony, en 2 minutes, on peut faire un connecteur avec la base de données d'Airtable, donc c'est super bien, pas besoin de... Il n'y a aucune complexité. Tout le monde sait que quand on se connecte à une API, tout de suite, on se pose toujours la question si c'est facile, c'est difficile, mais là, en 2 minutes, tout est déjà fait. Et on peut rapidement travailler sur la partie technique liée au projet. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors pour information, la doc est orientée plutôt JavaScript, mais on peut appeler sur tous les langages de programmation. Donc ça, c'est plutôt bien.
alors, sur un projet perso, j'ai également utilisé Airtable comme back. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un back avec enfin, voilà, des formulaires pour remplir des données, bah, de base, j'utilise Airtable avec tous les outils, tous les champs déjà préconstruits. Par exemple, ils ont des champs email, des champs URL. Donc, de fait, tout est déjà structuré, c'est-à-dire tous les contrôles de surface sont déjà mis en place. Alors, tout le monde sait qu'en tant que développeur, bah, c'est un truc un peu chiant pour créer un formulaire. Il faut afficher tous les formulaires, mettre les contrôles, des choses comme ça. Là, non, c'est automatisé par Airtable. On peut facilement modifier l'ordre, ajouter des aides, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt, voilà, je suis vraiment, vraiment conquis par cette partie d'Airtable. Moi, d'un autre point de vue aussi qui est lié à forcément Bubble que j'ai expérimenté, mais surtout lié à l'activité qu'on a dans la société, c'est qu'en fait, on a, du point de vue client, on est souvent sollicité pour aller chiffrer n'importe quel type de projet. Alors des fois, on est ce qu'on peut appeler des lièvres, hein. On est juste là pour mettre un devis en comparaison d'un autre devis qu'ils peuvent avoir en face, etc. Et là, en fait, la mise en place d'un outil no-code, notamment sur les phases avant-vente, ça permet vraiment d'avoir enfin, de montrer un engagement qui est totalement différent vis-à-vis du prospect qui vient nous voir, parce qu'on est déjà en fait dans la recherche de solutions avec lui et dans la conception du produit, et donc on est déjà en fin de compte en train de commencer entre guillemets du build sur le projet. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui se crée et on n'est pas uniquement sur je vais un peu faire comment dire, le raccourci. On n'est pas des cracheurs de fichiers Excel et de chiffrage. Là, on va se poser des questions et ça nous permet aussi de changer la nature du langage qu'on va avoir avec le client. Là où il attend de nous un chiffre, en fin de compte, nous, on va lui dire, bah, OK, le chiffre, tu vas l'avoir, mais d'abord, creusons un petit peu le sujet ensemble. OK, on voit la problématique, on a une meilleure compréhension. Donc, notre chiffrage également est aussi plus juste généralement sur les tâches qu'on imagine sur le projet. Et donc, ça a vraiment une sorte de facilitateur dans l'avant-vente, dans la relation, qui est vraiment avec ce côté très pragmatique de on démarre directement le sujet. Pour la partie POC que je vous ai montré au tout début avec les interfaces un peu vertes, c'est aussi d'arriver à de suite avoir la réponse la plus pragmatique, la plus proche des besoins du client. Aujourd'hui, si un client vient nous voir avec une idée, on peut sortir l'artillerie lourde en sortant une stack bien précise, en allant développer une architecture, mettant en place une architecture, développer du code, tester des choses avec des montants qui vont forcément chiffrer assez rapidement. Là, c'est dire, OK, je comprends ta proposition de valeur, je comprends ton business model, mais prenons le temps ensemble de valider tout ça à travers une solution peu onéreuse, mais pour autant qui va quand même correspondre aux besoins. Donc, attends-toi, notamment, on a quand même des budgets limités, à des interfaces pas faux folles. On va le voir d'ici quelques instants et ce sera mon retour plus personnel. Mais en revanche, tu auras une interface qui ne sera pas faux folle, mais en revanche, on va pouvoir vraiment tester. Et au moins, au pire des cas, tu as perdu X milliers d'euros versus un vrai projet lancé avec plusieurs dizaines de milliers d'euros cette fois-ci qui peuvent se déclencher. Où là, bah, en fait, on s'est tous tristes, à la fois le client d'avoir perdu de l'argent et nous aussi de livrer un produit au client finalement qui ne trouve pas son marché. Donc c'est vraiment ce côté approche très pragmatique à un besoin qui est posé. Et ça donne une autre confiance du coup vis-à-vis aussi du prospect qui vient nous voir en disant, bon, en fait, c'est pas des mecs qui sont là pour me fourguer absolument une solution directement sur mesure. Non, non. Ils se posent avec moi les questions, les bonnes questions. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? S'il y a un vrai marché, il y aura un bon produit et le produit, on le fera n'importe quelle technologie, on trouvera la réponse associée. Oui, quelque part, tu crées une sorte de pré-maquette et j'imagine que tu peux les montrer à d'autres utilisateurs pour avoir leur point de vue, voir effectivement s'il y a un marché, c'est ça? C'est ça. En fait, ça te permet de tout creuser finalement avec eux, d'aller voir aussi bien déjà d'essayer de leur faire pondre leurs idées, ce qui est déjà pas forcément évident, de le mettre en marche et de dire maintenant, on va faire surtout un truc, c'est qu'on va surtout pas se presser. Vous avez maintenant le POC entre les mains. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir pendant 3 mois, justement, le mettre en place, là, avec ce client-là spécifiquement, avec votre client test. Vous testez, vous voyez, vous avez vous-même accès à l'interface pour venir ajouter des nouvelles fonctionnalités si besoin. Vous me passez un coup de fil, on s'arrange très rapidement pour ajouter des nouvelles valeurs ou un petit bouton, un bouton d'aide, un mail to pour si on a une question, etc. Et en fonction de tout ce qui a été posé là, bah là, on se revoit dans 3 mois, dans 6 mois, et on reparle véritablement de votre projet et des enseignements que vous avez eus. Donc, il y a vraiment ce côté très entonnoir de j'ai une idée, ok, cette idée-là, on va la travailler ensemble, on la travaille ensemble, on la valide avec des utilisateurs,
il y a un vrai marché, il y a des vraies complexités à traiter. Ok, en fait, on est en train de créer le backlog produit finalement, à la fois du MVP, mais également des versions futures, en disant, bah ça c'est vrai, on l'avait fait, on l'avait identifié, mais finalement, bon, on se rend compte que 3 mois plus tard, les mecs, ils l'ont pas testé une seule fois. Est-ce que c'est à cause de l'emplacement du bouton? Est-ce que c'est parce que c'est pas du tout désiré comme fonctionnalité? Et c'est peut-être nous une lubie qu'on avait de notre côté. Donc ça permet vraiment comme ça de tester absolument tout ce que l'on souhaite ultra rapidement et sans que ça ait un coût très important entre du dev, du test, la gestion de projet, la QA, etc., etc. Je crois qu'on a une petite slide d'ailleurs qui résume un peu tout ça à la régie. J'appelle la régie. Bah voilà, donc si on récapitule, facilité de prise en main de l'interface, des API faciles également à prendre en main. Vraiment bluffant de rapidité, comme je vous le disais, moi j'ai pas du tout un profil tech, mais malgré tout, j'arrivais vraiment à me débrouiller sur les interfaces. D'un point de vue client, en termes d'avant-vente, on a un engagement qui est plus fort, donc on se différencie également, j'ai envie de dire, par rapport aux autres concurrents qui des fois crachent du fichier Excel, et je le comprends parce que des fois on a tellement de sollicitations qu'il faut arriver à faire le tri. Une réponse pragmatique pour le POC, et d'un point de vue de l'association, bah, un vrai gain de temps également dans la mise en place du produit. Effectivement. Donc là, on a l'impression que tout est rose, tout est beau, tout est simple. Mais bon, tout n'est pas si facile. Raconte-nous un Voilà. peu ton expérience de ce que tu parlais, quoi, la difficulté de prendre en main des sujets un peu plus complexes, c'est ça? Bah, ouais, c'est pas si facile que ça tout le temps, pour plein de raisons en fait. La première, c'est que, à ce qui paraît assez, enfin, qui paraît à l'encontre d'être du no-code, de la raison d'être du no-code, c'est que je suis pas développeur. Donc, ce qui veut dire, alors, je suis pas développeur, le no-code, j'ai quand même accès, je peux travailler dessus, mais ça veut dire quand même que j'ai pas des logiques dans ma tête de développeur, de création de base de données, de dépendance, de relations. Voilà, tout ça, je j'ai pas forcément cette logique-là. Et des fois, tout seul, chez moi, en train de tester l'application, bah, j'y arrive pas, je comprends pas, je reste bloqué sur des choses où bah, j'appelle à l'aide rapidement sur Slack un de mes collègues développeurs qui me dit, mais en fait, non, mais c'est juste que tu as mal organisé ta base de données. Attends, c'est ça c'est dépendant de ça et c'est dépendant de ça. Et que finalement, quand tu appelles une prestation, c'est rattaché à un service, c'est rattaché à ci, ça. Et en fait, tout se débloquer j'ai envie de dire, en 5 minutes de temps. Donc, il faut, à mon sens, avoir quand même quelques petites notions de développement pour vraiment, en fait, pouvoir carburer sur l'outil, En revanche, je pense que la marge de progression de moi, Romain, qui monte sur du no-code, elle est rapide à monter, plutôt que finalement l'inverse, de remonter sur du fonctionnel qui est des fois plus dans le challenge du client, etc. Donc en fait, je pense que ça peut être quelque chose sur lequel il faudrait que je me muscle moi personnellement, par exemple, pour pouvoir plus facilement utiliser du no-code et réfléchir plus en amont avec le client. Il y a aussi un autre point sur lequel j'ai éprouvé des difficultés, c'est le responsive. Alors, juste avant, j'aimerais bien revenir un Oui. peu sur ce point-là, parce que moi, j'ai eu, alors déjà une question. Du coup, quand est-ce qu'un dev est à la retraite? Donc, a priori, tu nous as donné la réponse. On a toujours besoin de dev. Ça, c'est plutôt cool, plutôt enrichissant. Moi, je voulais revenir un peu sur tout n'est pas si facile, en fait. C'est-à-dire que toi, tu parlais du côté construire l'application. Donc ça, effectivement, c'est pas forcément simple. Moi, de mon côté, c'est que je me suis rendu compte que les gens, comme je dis, on a distribué un peu l'application, les gens pouvaient avoir des vues, mais ils avaient un peu peur de certaines actions, en fait. Par exemple, modifier des données, supprimer des colonnes, en rajouter. Euh, Oui, on va rebondir sur On la question juste verra les après. commentaires. Donc, ça m'a fait perdre mon fil de pensée. Oui, donc oui, les utilisateurs avaient un peu peur avaient un peu peur de prendre en main l'application, en fait. C'est peut-être un peu la même problématique que toi, Romain. C'est-à-dire que dès qu'ils devaient rajouter une colonne, ils me demandaient. Dès qu'il fallait supprimer une colonne, ils me demandaient. Quand il devait faire une formule, même s'il connaissait déjà Google par ailleurs, enfin, Spreadsheet plutôt, il me demandait comment faire et tout, alors que ils avaient toute la légitimité pardon, de le faire. Donc voilà, moi c'est juste effectivement, je pense une question d'habitude. J'ai déjà détruit suffisamment de bases de données en prod pour me dire bon je peux cliquer sur le bouton et bon si cette colonne disparaît, c'est pas si grave que ça, d'autant plus que Airtable a des outils d'historisation, c'est-à-dire qu'on peut faire facilement des CTRL-Z quand on a supprimé une colonne, des choses comme ça. Donc je pense que les gens n'ont pas de crainte à avoir, mais
De manière générale, je pense qu'il y a un peu de l'évangélisation à faire en interne pour leur dire, mais c'est votre outil, faites-en ce que vous voulez, il y a des garde-fous. Mais c'est un peu comme, je pense, quand les gens découvrent un ordinateur ou utilisent un nouveau système d'exploitation, ils sont toujours un peu étonnés de voir tous ces boutons-là et ils n'osent pas cliquer dessus, alors que moi, en tant que dev, je suis un petit peu habitué à faire toutes ces actions-là. Et en fait, sur Bubble, c'est exactement la même chose. Il y a aussi une rapidité que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qui m'est sortie de la tête, et pourtant c'est bien le cas. C'est vraiment le fait de pouvoir forker ton projet assez rapidement, donc de créer un duplicateur. En fait, en 2 clics, tu fais dupliquer le projet, copier la base de données. Et là, moi, je me rappelle, j'avais fait un après-midi avec le client, justement, où il m'a dit, ah, tiens, moi, finalement, on va partir en un tout autre sujet. Et du coup, bon, on dit, pas de souci, attends, je clique, hop, dupliquer, ça y est, c'est réglé. On a passé l'après-midi dessus. À la fin de l'après-midi, on s'est rendu compte que c'était une erreur. On a tout jeté, on a repris sur le projet initial et c'était parti. On avait une question dans le chat qui disait que le dev, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque à juste titre, qui disait que le dev traditionnel, le dev no-code sont complémentaires. Je pense effectivement que c'est vraiment complémentaire. Le dev no-code, moi, je le vois vraiment qu'en fait, une opportunité supplémentaire pour pouvoir adresser les problématiques clients. Et j'ai aussi les mêmes réflexions en interne de développeurs qui me disaient, vous n'êtes pas en train de nous piquer notre boulot quand même. Non, je pense que je piquerai jamais votre boulot. Le dev no code, ça me permet en fait d'ouvrir des portes, de trouver de nouvelles solutions, d'avoir aussi des problématiques que n'importe quelle agence comme la nôtre peut rencontrer. Des fois, si c'est des problématiques de staffing, des profils. Et le PM, ça permet vraiment de partir sur une phase de discovery avec des clients qui est super intéressante et sur lequel ça prend forme véritablement. Et donc, d'arriver cette fois-ci vis-à-vis des devs traditionnels avec un besoin qui est potentiellement déjà mieux exprimé, qui est vivant. Et donc, ça ressemble, de me faire jeter des pierres, c'est aussi par les designers, mais finalement une sorte de wireframe ou de maquette déjà interactive. Et quand on va parler des designers, Oui, du non, je coup, voulais juste également rebondir dessus. Je pense que c'est un peu la prise en main qui est assez un peu plus accessible. En fait, le no-code, c'est beaucoup plus accessible, je pense, à tout le monde, effectivement, par le côté WYSIWYG. Et ça, c'est un vrai plus. Mais je pense que quand on veut faire des choses vraiment poussées, c'est là que le dev traditionnel et enfin tout ce qui est autour, on parle de dev, mais il y a aussi, je pense que tu allais en parler, de designer, et de toutes ces personnes-là de Q&A qui interviennent. Et donc de ce point de vue-là, le dev et le développement traditionnel ne sont pas morts. C'est juste que je pense que c'est un bon moyen de rentrer dans une application et de commencer le développement tout simplement, de faire des POC, des choses comme ça. Et après, effectivement, deuxième temps, il y a beaucoup quand l'application devient un peu plus complexe, c'est à ce moment-là, effectivement, que le dev traditionnel peut revenir en travaillant sur du no-code. Parce que je crois que tu me disais également qu'avec, alors c'est un peu dans la partie, oui, problématique également, qu'on pouvait facilement rajouter du code personnalisé. Alors je crois que c'était du JavaScript ou... ouais, en fait, tu as toute la partie plugin où tu as accès à la contribution des uns et des autres. Et tu peux aussi injecter du code. C'est un peu une des limites que j'ai pu voir, c'est que finalement, au bout d'un moment, tu as ce côté où tu travailles sur ton applicatif peut être très simple et donc en fait tu es vraiment mainstream, tu utilises les fonctionnalités du logiciel. Et puis des fois, en fait, il faut faire appel à du code parce que tu n'arrives pas à faire ça comme tu veux. Et donc, c'est pour ça que j'avais même été accompagné moi, dans une formation avec un formateur qui était développeur de no code et code. Parce que finalement, il pouvait se balader sur les deux tableaux et ça lui permettait des fois de mettre en place des applications ultra rapidement, sans partir sur des grosses architectures et de dire, bah, des fois, bah, je trouve mes limites. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'écris du code et ce code-là, je vais l'appeler au sein de Bubble pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Et je te rejoins sur le côté tout à l'heure que tu disais aussi sur l'accessibilité. Ça semble être ultra accessible. Ça fait quand même peur à des néophytes d'arriver sur le sujet. Mon client à qui je lui ai donné aussi le projet entre les mains pour dire maintenant tu peux t'amuser à venir faire un fork du projet et refaire tout ce que tu veux. Il était en mode ok, j'ai l'impression d'avoir une sorte de, je sais pas, de grosse voiture entre les mains. Est-ce que je vais être capable de conduire et de savoir que si je touche ce bouton-là, en fait, c'est en train de me débloquer un truc de l'autre côté. Est-ce que je vais réussir finalement à débugger ce que j'ai commencé à faire? Et donc là, il y a quand même le côté, bon, une sorte de gros tableau de bord, j'ai plein de boutons dans tous les sens. Est-ce que je vais pas, en touchant un truc, éteindre une lumière à Hong Kong donc il y a effectivement un ticket d'entrée, je pense, à payer pour arriver sur le no-code.
Alors, je vais peut-être rebondir sur la question d'Ando Nari. Oui, Donc, niveau performance, ça donne quoi? Alors, pour le coup, à titre personnel, j'ai pas poussé Airtable jusqu'au bout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs utilisateurs en même temps qui peuvent remplir, faire jouer avec la base de données. On a l'impression que les données sont mises à jour de manière quasiment instantanée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je peux pas trop voir. Je sais que les appels API sont plutôt rapides, je trouve, parce que c'est gratuit et je m'attendais à ce que ça prenne, je sais pas, 5 secondes. Non, pour le coup, c'est plutôt de l'ordre de 1 ou 2 secondes, donc c'est plutôt performant. Mais j'ai pas fait des tests avec, je sais pas, 1000 utilisateurs ou 100 utilisateurs en même temps. Toi, je sais pas, côté Bubble, si tu as plus d'informations, Romain. moi je suis resté vraiment du coup sur des POC et avant-vente, donc on n'est pas passé sur le système payant pour passer en prod. Donc côté performance, je sais pas trop. Non, je pourrais pas me prononcer sans vous dire une connerie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des sites qui existent et qui sont intégralement en bubble. Je vois pas enfin de remontée négative pour le sujet. Ça dépend forcément après aussi du nombre d'appels, du nombre de lignes en base de données qu'on va avoir. Et peut-être au bout d'un moment, il faut passer sur. Alors, ils ont pas mal de forfaits aussi pour arriver sur un mode professionnel ou avec des forfaits encore plus importants par mois. Cette fois-ci, avec certainement encore une meilleure disponibilité. Aujourd'hui, je vois pas forcément, et c'est encore que de ma propre vue et de ma propre expérience qui est toute petite, je vois pas forcément une énorme application grand public sur du no-code. Un site web, ça passe, mais une application qui soit vraiment au cœur des usages d'un utilisateur, je le vois plus difficilement. C'est peut-être possible. Et dans ce cas-là, en fin de compte, si on n'a pas autant d'interactions, j'ai envie de dire, avec l'outil, je pense que les solutions d'hébergement proposées par les outils comme Bubble, Airtable, etc., en fait, suffisent parce que, et ça va certainement rebondir finalement à la question, enfin, la remarque de Cynthia en concernant les TPE, PME et les entrepreneurs. Je pense qu'effectivement, le no-code, c'est une excellente solution que tu peux mettre en place dans ta société pour arriver à trouver des solutions sur voilà, j'ai un problématique entre deux services qui communiquent pas entre eux, les outils ne correspondent pas. Bon, on peut faire un bout de no-code, aller chercher du coup des données, les envoyer de l'autre côté, voir comment ça peut se passer. Une interface utilisateur, un espace client, une petite phase d'enrôlement sur une campagne marketing. Voilà, il y a plein de petites actions comme ça à réaliser. Le no-code en fait prend bien sa place parce qu'on est vraiment sur un périmètre du coup pour moi qui est restreint et sur lequel on peut donner ça à une équipe marketing qui vraisemblablement sur du no-code pourrait se débrouiller pour des besoins classiques, j'ai envie de dire, de formulaire. Enfin, quand je pense forcément au marketing, ça me fait toujours penser aussi au côté joli des choses. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, la partie, moi, qui m'a vraiment peiné en revanche sur Bubble, et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je le vois un peu comme ce côté entrepreneur, intrapreneur aussi, dans les plus grosses structures, que ça peut être un bel outil. Alors, mais ça, c'est vraiment que de ma part. Hein. Je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus jolies, et c'est que je trouve ça moche en fait. Je trouve ça pas foufou. Je suis pas forcément déjà, je sais pas, le goût et les couleurs, ça se discute. Moi, je suis pas très bon là-dedans. Et j'ai toujours l'impression en fait de faire une application un peu brouillonne où on voit que ouais, ok, un designer pourrait faire beaucoup mieux les choses. Et ça s'est traduit d'autant plus. Et c'est là où j'ai galéré. Oui, merci de me montrer nos magnifiques interfaces déboutantes sur le responsive. Le responsive, je pense qu'il y a aussi des très bonnes pratiques à mettre en place au début du projet qui permettent de se dire, OK, on voit comment l'interface doit se placer à la fin. Et du coup, on n'a pas cassé, recassé. Moi, ce que j'ai fait 36 000 fois parce que je me suis rendu compte que le client, après avoir discuté avec lui finalement, et par rapport à son parc informatique, me disait qu'il avait son client à lui qui était que sur les écrans en 16 neuvième, donc il fallait revoir un peu les interfaces pour essayer d'adapter. Mais les repeating groups et les groupes qu'on met à l'intérieur des tableaux, forcément, il faut resizer et ça apporte comme quelques complexités avec beaucoup de lecture sur les pages. Donc, si j'ai trop de lecture, il faudrait que je fasse des pop-ins, il faudrait que je fasse du contenu encore à l'intérieur. Donc, ça me rajoute de la complexité et sur un nombre de jours restreint, au bout d'un moment, je disais, en fait, là, on va se contenter de ça, malheureusement, pour le POC et on va pas aller plus loin. Il y a aussi une discussion que j'ai pu avoir, après je te repasse la main, Jérôme, qui était aussi dans les. Mais ça, je pense que les développeurs ont la même chose. Hein. La façon de développer, la méthode de développement. C'est-à-dire que, notamment sur Bubble, tu peux partir de la même page et sur la même page créer des sortes de calques finalement qui vont montrer toute ton interface, toute ta partie front. Et de dire, finalement, elle se déroule, toute mon application est uniquement sur une seule page et c'est que des vues finalement que je fais apparaître et disparaître au fur et à mesure. Et d'autres avec qui j'ai pu discuter me disaient, mais non, en fait, moi, je fais plein de pages différentes. Ça me permet d'additionner des choses, etc., etc.
Ce qui fait que le passage d'un développeur à un autre sur du no-code n'était pas forcément très simple, parce que c'était pas du tout la même façon. Il fallait cacher tous les calques, retravailler. Voilà. Il y a des petites questions après d'architecture sur un projet, encore une fois, d'avant-vente ou de POC. Vu que ça a quand même vocation à être tenu de A à Z par la même personne, c'est pas dramatique, mais bon. En tout cas, ça pose une des limites qu'on peut trouver dans la transmission du projet auprès d'autres personnes. Alors pour le coup, alors je connais pas l'organisation des projets en no-code, mais clairement dans le développement d'applications, de sites, effectivement il y a une grande partie du travail qui est fait en amont pour organiser le code, pour savoir quel pattern on utilise, savoir comment on fait. Il y a des normes, il y a des lead dev. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées en amont avant de faire la première ligne de code pour justement organiser le tout pour que ça soit cohérent et facilement maintenable. Parce que grosso modo, enfin, tu sais autant que moi le coût de maintenir une application. Donc, si tout le monde part dans chaque direction, ça augmente d'autant plus le coût et la complexité. Donc, effectivement, normalement, les bonnes équipes font un vrai effort d'organiser du code en faisant de la doc, des choses comme ça, pour que n'importe qui puisse facilement reprendre le projet quand il a les bases, la logique, en fait. Donc, ça, c'est un premier point. Oui, vas-y, pardon, je vois que tu voulais parler. Non, ça me fait penser, et c'était marrant parce qu'en préparant du coup ce meet-up, j'ai eu un de mes clients avec qui je bosse là actuellement, qui est en train de monter sa boîte au sein de la boîte, et qui m'a dit justement qu'il avait lui-même développé une application en no-code, et que là en fait il souhaitait voir comment on pouvait cette fois-ci développer le produit après avoir testé pendant un an son application. Et ça c'est un truc que j'ai appris du coup hier, et il me dit bah en fait c'est vraiment exactement ce qu'on est en train de dire, c'est que le no-code, c'est une superbe rampe de lancement pour tester un marché et qui t'amène finalement sur du code. Donc, ça rebondit sur ce que disait Cynthia, ce côté dev no-code ou dev code, finalement, ils sont assez complémentaires. Assez complémentaires. Également, moi, je voulais rebondir sur le côté responsive. Effectivement, j'ai été étonné. Côté Airtable, il y a également des soucis de responsive. Alors, j'ai été étonné parce qu'aujourd'hui, normalement, quand on travaille sur une application web ou un site web, la première logique, c'est mobile first. Et là, j'étais étonné de voir que sur l'application, il y avait des fonctionnalités qui ne passaient pas, en fait. Ils bloquaient, disant attention, merci de passer par un ordinateur, un desktop. C'est pas possible en mobile. Donc, j'étais un peu étonné, un petit peu déçu parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça fait, c'est pas moderne, en fait. Et voilà, après, bon, nous, dans le cadre de mon association, on les a sollicités sur Telegram en disant attention, merci d'aller sur le site internet en utilisant un ordinateur. Euh, Mais ça, par exemple, il y a une des bonnes pratiques qu'on m'a conseillé, mais bon, bah, forcément, c'était après que je fasse mes projets. C'était vraiment le côté appeler un produit designer très rapidement dans la boucle, poser les bases du projet et justement travailler sur la partie responsive, etc. Ce qui fait qu'après, en fin de compte, c'est une sorte de double lecture. Ça pourrait être un binôme vraiment PM, j'ai envie de dire UI designer, pour venir en fin de compte compléter tout ça et se donner la responsabilité de, OK, les boutons, tu as vraiment toute une gestion dans Bubble, je sais, de gestion de tes boutons, de tes headers, de tes footers, de tout ce que tu peux avoir sur l'interface, où en fait, au bout d'un moment, tu dis, OK, bah, j'ai repris votre charte graphique, j'ai tout implémenté dans le produit, et maintenant, je sais, dès qu'un bouton va être déposé par l'utilisateur, j'ai les bons formats qui vont apparaître en fonction de l'écran affiché. Un peu une sorte de storybook, finalement, mis en place par le produit designer à disposition du PM, et qui fait qu'après, on n'est pas obligé de refaire 36 000 choses. Mais voilà, il y a vraiment en fait même une petite gestion de projet à faire autour de tout ça, si on veut avoir un produit qui soit visible par le grand public. Effectivement, c'est plutôt intéressant. Moi, je voulais maintenant évoquer un peu le côté coût d'Airtable. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur ce qu'on disait, la prise en main, le côté complexe. Non, c'est tout bon. Je vais aussi pouvoir Non. rebondir avec toi sur la partie coût parce que D'accord. Parce que moi, ce que j'ai pas forcément apprécié côté Airtable, c'est qu'effectivement, la prise en main est super facile. Il y a plein de tutos, plein de pages qui te disent, ouais, voilà, vous pouvez faire comme ci, comme ça, c'est super bien. Effectivement, là, les premiers temps sont assez faciles, mais rapidement, on se prend des murs, en fait, sur la licence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une vue Gantt, pour l'utiliser, faut payer. Il y a une vue, il y a des outils de section, pareil, faut payer. C'est-à-dire que on n'a que, je sais pas, 50, accès qu'à 50% de l'outil. Et bon, après, c'est dommage. Après, c'est un choix aussi également, mais c'était un peu dommage. Et le deuxième point qui m'a un peu chagriné sur le côté licence, c'est la limitation au nombre de données. C'est-à-dire que
Airtable limite à 1200 entrées par base de données. Donc, c'est beaucoup d'un côté. Mais de l'autre, par exemple, pour notre association, on se retrouve régulièrement à devoir nettoyer la base de données et à passer du temps à tout supprimer, alors que 1200, c'est pas si important que ça, en fait. Et c'est 1200 dans une sorte de structure. Si par exemple, on a, dans un même endroit, il y a des photos qu'on upload, les photos rentrent en compte dans le quota, en fait. Donc, facilement, on a un mur. Et la licence, je le trouve, et c'est un peu, bon, c'est moi qui parle de manière générale, mais c'est un peu c'est une licence par utilisateur, et je trouve ça un peu dommage. Enfin, c'est-à-dire que de mémoire, la licence la moins chère, c'est 10 euros. Donc, par exemple, pour nous, dans notre équipe vraiment pure GDP, on est 4. Si on rajoute des référents, on doit pouvoir passer à 6, donc ça fait 10. Ça veut dire que tous les mois, il faudrait payer 1000 euros pour accéder aux fonctionnalités complètes, mais malgré tout de base, enfin assez basse. Et ça fait quand même un sacré budget, d'autant plus que si on multiplie par l'année, ça fait 12 000 euros et c'est énorme. D'autant plus qu'après, dans la version payante, on peut rajouter des applications, d'autres choses, et je pense que c'est un peu dommageable côté Airtable, c'est qu'on se rend compte de la puissance de l'outil, mais que d'une partie. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir utilisé que je sais pas, 20% de la puissance de l'outil, donc la partie donnée, mais il y a des choses qu'on peut faire facilement en rajoutant des apps, en rajoutant... par exemple, ce qui est bête, c'est que par exemple, nous, on n'a pas plein d'utilisateurs, on voudrait faire des stats, et ce n'est pas possible de les faire de manière gratuite via Airtable. Donc, il faudrait acheter la version payante, et après, on arrive tout de suite à un problème de budget. Donc, grosso modo, tous les mois, on s'amuse à mettre les données, enfin, des KPI dans Google Spreadsheet, et on fait des graphiques grâce à ça. Alors, au lieu de faire des actions une fois par jour comme avant, maintenant on en fait un par mois, on se rajoute des appels dans Google Agenda ou autre, et voilà, on le fait. Donc c'est plus facile, mais je trouve ça un peu dommage de brider un outil sur ses fonctionnalités et ses données. Voilà. Après, bon, je ne suis pas expert point de vue financement, je comprends parfaitement que l'éditeur doit vivre, mais je trouve ça un peu dommage de limiter d'un côté l'accès à certaines fonctionnalités, parce que j'aurais bien aimé un système de premium, en fait, Romain. C'est-à-dire, genre, ceux qui payent, ils ont accès gratuitement à des fonctionnalités pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, et après que ça devienne accessible à tout le monde, en fait. Et là, moi, je me demande, je me rappelle plus exactement, parce qu'en fait, on n'est toujours pas passé en prod, parce que c'est toujours en phase de POC et donc d'avant-vente de mon côté. Et je sais qu'il y a plusieurs offres, en fin de compte, pour accéder à Bubble, pour passer cette fois-ci en version live. Mais je crois que sur Bubble, en revanche, et là, je vais peut-être dire une connerie, donc faut pas hésiter m'expliquer que j'ai dit une connerie dans le chat. Je crois que dans Bubble, même en version de test, tu peux utiliser tous les plugins que tu souhaites, même qui sont payants, pour justement, en fin de compte, dire, OK, là, ça correspond vraiment à mon besoin. Là, à ce moment-là, quand je vais passer en Go Live, là, ce plugin-là, du coup, je vais l'acheter. Mais il y a ce côté quand même très open de prenez tous les plugins que vous pouvez avoir, tu les mets sur ton projet et tu devras les payer si tu as une vraie utilité. En revanche, tu l'installes, tu vois que ça ne te correspond pas, hop, tu installes, tu remets un plugin. Et c'est vraiment 2 clics pour installer un plugin ou 2 clics pour désactiver le plugin et tu es tranquille. Donc après, du côté de Bubble, je crois qu'il y a une plus grande souplesse, en tout cas dans ce que je voyais, dans les conditions d'abonnement qu'il y avait par la suite. C'est l'abonnement annuel enfin c'est un coût mensuel avec un engagement mensuel ou un engagement annuel, du coup. Mais il y a pas mal de possibilités. Mais par contre, la partie API, je crois que c'est à partir du moment où tu passes en mode payant, là, tu as accès aux API. Avant, tu n'y as pas accès directement au sein de l'outil. Donc voilà, donc en fait, ça correspond bien aussi. Alors moi, ça correspond toujours à mes cas de figure. POC avant-vente, très bien, ça reste sur des plans gratuits. Ça permet de tester, avec des fois des petites nécessités de se reconnecter pour activer le compte et éviter qu'il soit fermé ou clôturé automatiquement au bout de X mois. Alors juste pour préciser, donc il y a des côtés Airtable, il y a effectivement des fonctionnalités bonus qui sont payantes dans le forfait et d'autres qui sont des fonctionnalités gratuites, en particulier tout ce qui est connecteur. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors on avait une question, alors je ne sais pas si tu peux y répondre, Romain. Alors je la lis. Si le produit prend de l'ampleur, envisager de passer du no-code à du code, ça ne risque pas d'être douloureux ou faut-il rester sur du no-code? Alors déjà, première partie de la question, moi j'ai tendance à dire oui, je pense que ça va être douloureux de passer à du code pur et dur, entre guillemets, parce que derrière, il faut toute une logique d'hébergement, de développeurs, des choses comme ça. Donc tout de suite, ça demande une logistique plus importante. Et après, rester sur du no-code, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. En fait, moi, je vois le no-code comme étant la garantie de gagner en certitude sur le produit qu'on doit développer.
Donc, une fois qu'il est posé, ce produit-là, une fois qu'il est testé, on a validé toutes les hypothèses. C'est comme si on avait travaillé des tests utilisateurs avec un product designer et chez un client et alors fait des tests pour vérifier que le bouton est au bon endroit, que ça correspond bien, qu'il y a des vrais cas d'usage. Là, tout ça, ça nous permet en fin de compte de dérisquer la partie vraiment de développement par la suite. Donc, il est aussi vrai que lorsqu'on effectue des chiffrages, ben, on met toujours un risque associé aux user stories qu'on peut écrire, parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui va se cacher derrière, ou comment réaliser le projet, parce qu'il y a forcément plein de questions qu'on se pose. Là, pour moi, le no-code, c'est un cahier des charges. C'est quasiment un cahier des charges, en fin de compte, posé, avec toutes les fonctionnalités, un travail à effectuer de toute façon côté design pour arriver à avoir une belle application. Et effectivement, tu vas passer d'un coût qui est pas foufou à un coût qui sera beaucoup plus important, mais sur lequel tu sais que maintenant tu peux faire tapis, quoi. Là où des fois j'ai des clients qui viennent me voir qui disent hey, j'ai 40 000 euros pour faire mon projet, et nous on lui dit non, mais en fait, tes 40 000 euros, on ne peut pas les prendre. Moi, ça me fait peur de te prendre 40 000 euros de tes fonds propres et l'argent que tu as économisé pour te lancer sur ton application, alors que j'ai aucune certitude ça correspond à un marché. Donc, ton application, on va d'abord faire du no-code, on va tester, on va voir. Dans 3 mois, si tu me dis que tu as des super retours et ça mesure, enfin, on a vraiment des bons retours utilisateurs, ok, vas-y, c'est parti, on peut faire du dev. Et là, effectivement, il y aura un ticket d'entrée à passer sur du dev, mais je pense que c'est aussi une garantie en termes de scalabilité parce que sur les applications au grand public, le no-code aujourd'hui, j'ai pas assez de recul pour savoir si c'est vraiment une application très mainstream et tout le monde peut utiliser et si ça prend en charge des milliards enfin des milliards. Je suis déjà vachement ambitieux. Des centaines de connexions à la fois en même temps. Là, en revanche, sur du code, j'ai beaucoup plus de certitude. Donc, faut-il rester sur le no-code ça dépend aussi du retour sur investissement que tu peux avoir. Si tu estimes que le produit no-code aujourd'hui correspond aux usages et qui te coûte à peine 100 dollars par mois versus une application que tu veux mettre à l'extérieur et que tu veux devenir éditeur de logiciel, la version en interne, tu peux la garder telle quelle. Si en revanche, tu veux passer sur une version visible de l'extérieur et qui soit des fois en conformité aussi avec ta charte graphique, avec ta société, faut peut-être passer sur du vrai code. Sans parler de l'hébergement, je crois que tu n'as pas évoqué ce coût Ouais. qui peut être important, enfin, qui peut monter rapidement avec le nombre d'utilisateurs, si derrière il y a une base de données, tout ce qui est également, si on commence à devenir code pur et dur, toute la partie, comment ça s'appelle, environnement de test, environnement de prod, tout ça. Donc, ça peut vite monter en fait quand on est en code. Et effectivement, le code, ça permet de faire se rendre compte de la complexité de l'outil et ça me paraît super bien, effectivement. Et j'en ai eu un récemment qui m'a posé la question de tiens, on va faire une application. Alors, il est venu lui avec le besoin de je veux faire une application no code sur une application qui gérait aussi, c'est beaucoup de services d'aide à la personne, j'ai l'impression. C'était aussi donc un service d'aide à la personne avec ce côté très planification. Mais en fait, tu vois, mon outil va être simple parce qu'une fois qu'on a une demande qui arrive ici, ça est dans le back-office, on va la qualifier avec telle information, on va faire la planification, de la gestion d'optimisation de parcours pour les personnes qui vont venir aider ces personnes à leur domicile, etc. Et en fait, là, je suis arrivé en disant non, mais à mon avis, le partir sur une no-code, là, vu la richesse de ce que vous souhaitez, c'est pas possible. C'est pas parce que no-code, on peut l'associer à côté, c'est pas cher, que automatiquement, ça fait aussi tout ce que l'on souhaiterait faire. Dès que l'application, elle devient, j'ai le sentiment, et ça n'engage que moi, que quand le produit devient très complexe avec un nombre de bases de données très importantes, le dev, voilà, on sait que ça marche. Le no-code, j'attendrai encore un peu pour voir s'il y a vraiment des gros produits qui se lancent et des gros acteurs du marché qui ont aujourd'hui des applications qui tournent sur le no-code. Je vois qu'il est 19h59. Tu voulais nous parler aussi du Green IT? Avant, je vais évoquer un premier point. Je pense que, enfin, tu as un petit peu évoqué, mais c'est un peu vrai dans Airtable. Enfin, je sais que d'autres personnes de la base ont eu ce problème-là. C'est le côté usine à gaz. C'est-à-dire qu'on peut facilement créer des vues qui sont interconnectées, des fonctions, des choses comme ça, et rapidement, ça devient très très compliqué à agir. Donc, c'est un garde. Enfin, il faut l'avoir en tête en fait. Ça reste une base de données et faut peut-être pas trop forcer sur le sujet. Et si les besoins sont vraiment trop importants, bah, faut peut-être trouver d'autres solutions plus pratiques. Et peut-être Bubble, parce que Bubble, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus
customisable en fait avec différents écrans. Je ne sais pas si c'est une histoire de droit, si on peut jouer d'authentification, habilitation. Donc peut-être passer sur Bubble, quelque chose comme ça qui pourrait être beaucoup plus simple et dynamique. Alors là, pour le coup, je vais faire un petit disclaimer. Je sais que depuis quelques semaines, il y a une partie interface / application côté Airtable, c'est-à-dire qu'on a une application Airtable. Donc je rappelle, c'est une sorte de grosse base de données un peu à Google Spreadsheet avec des fonctionnalités en plus, et on peut la transformer en application. Et j'ai pas testé, mais ça peut être super intéressant. Ça peut être effectivement un bon moyen de faire des garde-fous, d'éviter de trop transformer, enfin trop complexifier le système. Voilà. Alors oui, effectivement, je peux évoquer maintenant un peu le côté Green IT, qui est un de mes chevals de bataille. Et c'est enfin comment dire, on parlait beaucoup de POC dernièrement et je pense que c'est une des grandes forces de tout ce qui est no-code, c'est de tester, effectivement, de faire des POC. Et ça rejoint très fortement le Green IT parce qu'une des problématiques du Green IT, enfin des souhaits d'éco-concevoir des applications, c'est de se concentrer que sur les fonctionnalités qui sont nécessaires. Et d'après certains chiffres, en particulier, je crois que c'est Microsoft qui l'a sorti il y a quelques mois ou années, il disait que grosso modo, 80% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées. Donc ces fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées, bah, ils ont quand même un coût. Donc déjà dans le coût du développement, mais quelque part, côté Green IT, côté numérique responsable, c'est secondaire. Ça s'est passé, voilà, c'est juste de l'argent dépensé par la fenêtre. Mais inversement, si derrière, il y a des problématiques d'hébergement, donc derrière, il faut mettre un serveur, il faut mettre des data centers. Si on a des problématiques on garde des environnements de test, pareil, on a plus de machines. Voilà, en plus, on parlait des coûts de maintenance. Et l'avantage d'un POC, c'est, je pense, de se concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment important. Je sais pas si, enfin, des exemples les plus parlants du Green IT, c'est Google. Alors Google, je sais, en ce moment, a plein de défauts, mais si les plus vieux se souviennent d'avant, peut-être de Yahoo, qui était le grand concurrent, qui avait, je sais pas, 70% de part de marché. Je sais pas, en 2 ans, Yahoo a disparu au profit de Google. Et la seule différence, c'est que Google est venu avec juste un moteur de recherche, une barre et un bouton, enfin 2 boutons, je crois, dès le début. OK, j'ai de la chance. Et ça a révolutionné totalement la recherche. Alors de son côté, Yahoo, ils avaient alors, un moteur de recherche, certes, mais sur l'écran, il y avait il y avait un annuaire, il y avait Des plein actus. d'informations. Et, euh, et, euh, et donc, ce qui fait que Google a mangé Yahoo en proposant qu'une seule fonctionnalité très importante. Et le Green IT, c'est un peu ça. Enfin, il faut concevoir un produit, c'est ça, c'est de se concentrer que sur ce qui est important avec une interface assez épurée, assez facile. C'est-à-dire que, désolé, je vais peut-être me fâcher avec certaines personnes, mais l'utilisation, un cas d'anti-pattern, par exemple, c'est oui SNCF. Alors, je n'ai pas testé la dernière fonctionnalité, mais pour chercher, on met le départ, l'arrivée, on clique sur un bouton, on a un écran intermédiaire sur lequel on a de la pub, puis après il y a un troisième écran qui arrive, et bien sûr, à chaque fois, il y a de la publicité, donc très consommateur en énergie, en CPU du device. Également, il y a plein d'outils de tracking, plein de choses comme ça. Alors, en ce moment, les applications sont très grosses, et oui, SNCF n'a fait que suivre la tendance. Mais voilà, c'est pas du tout l'état d'esprit qu'il faudra avoir pour éco-concevoir une application et se concentrer sur ce qui est important. Alors oui, totalement. Mais l'avantage du no-code, alors pardon, je lis le retour d'Analyste. C'est aussi vrai pour les applications qui ne passent pas par une solution no-code. Oui, effectivement, mais l'avantage du no-code, c'est de proposer un système de POC, de voir ce qui est vraiment important et de ne pas mettre des boutons, des écrans qui ne serviront à rien parce que finalement, personne ne va utiliser cette fonctionnalité-là. Alors, pour moi, le no-code, c'est du sur-mesure, pas de fonctionnalités inutiles, des process à adaptés besoin. Oui, effectivement, c'est totalement ça. Et je pense, comme l'a montré Romain, c'est très facile de prendre la main, de rajouter un bouton, de faire tester à des utilisateurs qui te disent, ouais, bon, ça, c'est super bien, on garde, ça, au contraire, c'est pas bien, on jette. Et c'est assez facile. Le problème, c'est, comme tout le monde le sait, c'est les serveurs morts, les serveurs zombies. Alors, j'ai pas de stats pour le coup, mais ça existe tout le temps. Également, les données qui servent à rien, j'en ai pas parlé, mais souvent dans les applications qui, au bout de quelques années, les données sont très, très importantes. Voilà, c'est-à-dire que la base de données grossit, grossit, grossit. Donc, si on fait une réplication sur un environnement de pré-prod, de staging, de plusieurs environnements de test, tout de suite, voilà, ça a un certain coût d'hébergement.
Donc le côté POC, ça permet effectivement de cibler le cœur d'une application et de produire qu'une application qui se concentre sur en quoi elle est importante. Alors après, je vais enchaîner sur un deuxième point. C'est effectivement, je parle davantage du no-code pour faire des applications éco-conçues. Mais alors, je vais me baser sur un talk de Social Déclic. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut envoyer le lien pour ceux qui en veulent savoir un peu plus. Mais on parle d'applications éco-conçues grâce aux applications no-code. Et ça, c'est super bien. Mais un des problèmes, c'est que les applications no-code ne sont pas éco-conçues. C'est-à-dire que derrière, c'est des startups, c'est des gens qui veulent faire beaucoup de fonctionnalités. Donc, le but, c'est de sortir le plus rapidement des fonctionnalités. Donc, derrière, probablement que ce n'est pas éco-conçu dans les règles de l'art et que les règles, par exemple, des 80% de fonctionnalités inutiles, je suis sûr que les outils de no-code sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils produisent trop de choses. Et en particulier, je ne pense pas comme l'a dit un peu Romain, qu'elle soit conçue pour des applications mobiles sur des vieux devices. Et ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que normalement, l'éco-conception motive à travailler sur des anciens devices, sur des anciens appareils pour que ça reste opérationnel. Donc, limite, pour éco-concevoir, il faudrait travailler sur un mobile qui a 10 ans, sur une connexion en 3G, voir ce qui se passe. Et donc, pour le coup, je pense qu'Airtable, Bubble, ça ne permet pas de réaliser ce type d'application. En revanche, deux petits points. Le premier, c'est que derrière, c'est des startups et ils ont des problèmes de performance, de scalabilité, de données. Donc, inutile de dire qu'ils doivent probablement avoir des ingénieurs qui sont payés à plein temps pour faire en sorte que le point de vue données, ça soit optimisé, point de vue appel, ça soit optimisé. Donc, quelque part, c'est un peu c'est l'optimisation, c'est pas de l'éco-conception, mais c'est de l'optimisation et ça, c'est plutôt positif pour tout ce qui est Green IT. Et deuxième point, c'est que si demain, ils décident de migrer leur application vers une solution beaucoup plus éco-responsable, beaucoup plus Green IT, et plein de gens en profiteront en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Même des gens comme moi, comme des PM, comme des graphistes qui travaillent sur du no-code, tout de suite, ils pourraient concevoir des applications assez éco-conçues. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu dans le talk. Je pourrais pas le dire parce que j'ai pas regardé le code, mais il paraît que les applications réalisées sous Bubble ne sont pas optimisées. Et il paraîtrait même que les devs de Link Value pleuraient s'ils voyaient le code produit. En fait, t'es quand même aussi beaucoup, moi, je suis bien placé pour en parler, c'est que j'ai l'impression des fois de faire de la bidouille et la réflexion que j'ai et que j'apporte avec l'interface de Bubble ou la liaison avec les bases de données, c'est peut-être pas du tout bien réfléchi, il y a peut-être vraiment un mindset à avoir pour arriver à bien lier les fonctionnalités, etc., avec la base de données et tout ça. Et donc des fois, peut-être en fait, je suis en train de réinventer la roue sur un truc qui est tout simple et qui existe déjà. Peut-être. Et juste, petite parenthèse, un truc qu'on n'a pas du tout parlé aussi, c'est on est très dépendant après de Bubble également, de la mise à jour des composants qui sont faits et qui sont mis à disposition. Et que des fois aussi, on est très invité dès lors que tu prends le projet sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu as des pop-ins qui disent, voulez-vous faire la mise à jour, voulez-vous faire la mise à jour. Donc, on peut aussi rester dans une version de Bubble avec des plugins de Bubble qui ont été installés sur le projet et sur lesquels, en fait, peut-être aussi au bout d'un moment, ça va être décommissionné. Le mec va dire, en fin de compte, mon produit, je ne vais plus le mettre à disposition dans Bubble. Je le retire. Et donc, des fois, le côté, est-ce que je fais vraiment la mise à jour de peur que de casser ce que j'ai déjà fait, ce que je suis en train de tester. Voilà, il y a aussi quand même un petit effet boule de neige sur lequel il faut être prudent. Voilà, merci. Moi, c'est ce que j'ai un peu fini de présenter un peu la problématique Green IT sur tout ce qui était no-code et tout ce que j'ai vu en travaillant sur le sujet. Là, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut les prendre maintenant si vous voulez. Au moins, Romain, tu as des choses à préciser. Non, mais écoute, là, je vois qu'on a eu quand même pas mal de questions. Merci déjà aussi d'avoir participé Bien sûr. aussi activement sur le chat. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est que notre point de vue. Moi, sur deux petits projets, Jérôme sur un projet, mais un PM, un dev. On s'était dit que c'était intéressant, du coup, de vous partager tout ça. Forcément, il y a certainement des choses qui ont aussi bougé depuis qu'on a bossé sur le no-code. Il y a des très belles boîtes qui se montent sur le no-code et je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité à trouver. Un bon positionnement à trouver sur ces produits-là et que peut-être en fin de compte avec le développement et l'accessibilité de l'outil, on aura aussi peut-être potentiellement plus de personnes, donc plus de développement fait sur les outils et donc on répondra à plus de besoins. Est-ce qu'on a une question de Cynthia à nouveau? Est-ce qu'on va faire un nouveau retour d'expérience dans quelques mois?
Et bah, pourquoi pas? Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, moi, je vois vraiment des opportunités avec le no-code. C'est une corde à mon arc supplémentaire. Donc, je me vois bien redémarrer un nouveau projet. Faut en revanche que j'ai quelqu'un qui soit aussi d'accord pour travailler sur une code, des fois sur un POC. Forcément, des fois, les clients arrivent en disant, je viens vous voir pour avoir la solution et la mettre en production. Donc, des fois, le côté PM attend, on va un peu déscoper, dézoomer pour se poser, réfléchir d'abord. Et je vais te proposer d'abord un POC avant de te prendre tout ton argent pour te lancer un produit qui ne fera pas forcément écho avec le grand public. Ça marche pas tout le temps. Donc ouais, non, mais franchement, si on a d'autres projets no code qui se déclenchent, il y a aussi pas mal de avec Notion aussi, il y a pas mal. Ils ont racheté, je crois que c'est automate.io, pour notamment commencer à gérer aussi des interconnexions entre plusieurs outils ou Integromat, je sais plus c'était lequel des deux. Et donc on va aussi continuer à travailler sur ces systèmes de workflow et ça peut être aussi intéressant de vous remonter ça. Et sinon, par curiosité, est-ce que notre talk a donné envie pardon, je lisais la question. Donc, Cynthia nous disait que personnellement, ça m'intéresserait car je commence tout juste une formation design ou code. Et ben, Eh super. ben, et c'est ça qui est bien, c'est que Et, lance-toi. Franchement, aucun souci. Je sais qu'il y a certaines courbes d'apprentissage qui peuvent être différentes en fonction des outils. Quand Thibaut Deto nous avait fait la formation, l'initiation au projet, il nous avait dit que, alors je sais plus quels étaient les deux premiers qui étaient les plus simples, mais je sais que Bubble c'était plus complexe, en tout cas sur lequel la courbe d'apprentissage, euh, ça te permettrait de faire plus de choses à la fin, mais c'est plus compliqué au début du projet, de tout prendre en considération, l'outil, etc. Donc en gros, tu vas mettre 3 mois vraiment un peu compliqués, mais en revanche, tu vas vraiment t'ouvrir des opportunités qui sont beaucoup plus grandes que sur d'autres outils, qui sont peut-être plus limités en termes de features. sinon, ça, notre talk a, je sais pas, donné envie à des personnes de se lancer, tester des petits POC, des petits projets. Et je pense vraiment après c'est dans l'exploitation quoi. Il y a plein de petits trucs où même moi en interne de Link Value, il y a pas mal de petits sujets que j'aimerais lancer justement sur du no-code, des petits parcours d'intégration typiquement, des petits quiz que tu peux mettre en place et de faire appel à la documentation qui a été créée sur présentation des locaux, comment lancer des projets de lab en interne. Voilà, il y a plein de petites utilisations de l'outil qui permet vraiment en fin de compte de lier l'histoire et de lier les différents dispositifs et logiciels qu'on a en interne, que ce soit sur la partie facturation, la saisie de CRA, l'outil de documentation, la documentation de produits. Et vraiment, en fin de compte, je vois ça comme une super belle passerelle entre plein de services différents qu'on peut créer et donc des mini-produits qu'on peut tester. Et puis, bah, au bout de 3 mois, tu vois que ça marche pas, tu fais bon, en fait, j'ai juste perdu 2 journées de boulot à monter l'interface, mais en revanche, après, maintenant, j'ai gagné en certitude. Ouais, vraiment, je vois encore Ordonary qui dit j'essaierai bien du no-code sur les petits projets à l'avenir. Vraiment, moi, je pousse à ce qu'on utilise le produit. Je suis pas sûr en revanche, mais bon, c'est ce qu'on s'est dit tout le long, que ça peut être une solution, notamment sur du grand public, avec vraiment une posture d'éditeur de logiciel sur lequel tu peux monter un produit no-code et t'assurer après que ce produit-là il soit scalable dans le temps et tout ça. Mais en revanche, c'est ultra pratique parce que des fois, ça permet aussi de dire dans des grandes entreprises dans laquelle je suis actuellement et je travaille avec laquelle, de dire concentrez-vous, mettez-moi tout par écrit. Vous voyez, en fait, vous déplacez les boutons, vous allez construire vous-même l'interface. Et on s'en reparle une fois que le besoin est bien validé. Ça nous permettra de gagner du temps aussi sur les phases des fois de discovery. On se dit 36 000 choses, mais en fait, on comprend pas du tout la même chose ou on ne perçoit pas la même chose sur l'interface qui est posée. Et moi, je dirais, ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais il y a quand même un certain plaisir de, enfin, à titre personnel, moi qui fais du code toute la journée, bah, là, de faire du no-code, de faire facilement des colonnes, des boutons, des formulaires en 2 temps 3 mouvements, et c'est un plaisir de, enfin voilà, quand on se concentre que sur la partie fonctionnelle, enfin, je pourrais pas dire, j'adore le code, c'est mon métier, mais c'est juste prendre un peu de recul et tester, faire une muse avec des applications, des outils, je trouve plutôt intéressant. Et je sais pas si toi, Romain, tu as pris un certain plaisir quand tu as fait Ah bah oui, tes je tests. parle, je parle avec des devs tous les jours et des fois je comprends pas ce qu'on me raconte. Là, le fait de le tester moi-même en direct live et de pouvoir monter des interfaces par moi-même, je trouve ça vachement passionnant déjà. Ça me met aussi des fois des vraies questions en disant ok, c'est pas forcément mon métier. Et je vois d'ailleurs une question de Youno qui est enfin une question, une remarque de Youno qui est super intéressante.
qui dit que personnellement, il est développeur, et il a beaucoup d'a priori sur le no-code. Et tu vois, par exemple, une des personnes qui m'a formé, du coup, est freelance, no-code et développeur. Et il me disait qu'en fin de compte, les deux étaient ultra complémentaires, parce que vraiment, en fait, de son point de vue, le no-code, des fois, lui permettait de construire les choses très rapidement, de voir avec l'utilisateur, pour éviter le côté, des fois, dev, de je passe 3 jours à développer un truc un peu touchy, machin, avec pas mal de synergie dans le produit, et dire à la fin, tu vois le client qui dit, ah, non, finalement, c'est pas du tout ça que je voulais. Il dit, oh, putain, t'es chier, en fait, j'avais fait 3 jours que je viens de taffer sur ce sujet-là, alors que finalement, en no-code, tu places tes 2 boutons, tu fais le truc en disant, c'est ça que tu veux? Oui, ok. Bon, ben, on se reverra du coup sur le no-code, sur le projet. Alors, d'autres retours d'expérience de toujours Cynthia qui nous dit pour la direction, le no-code permet aussi à des personnes en interne d'avoir la main sur la mise à jour d'un site web, par exemple. Euh, effectivement, c'est possible. Après, il faut voir la complexité d'un no-code, d'un site web, pardon, mais certains outils existent déjà qui permettent de mettre à jour des sites web. Je pense en particulier à Link Value. On se base sur WordPress et ça suffit. Est-ce que c'est du no-code ou pas? Je pense que c'est difficile de le savoir, mais je pense que c'est un peu au cas par cas. Je pense que Romain parle vraiment d'applications vraiment dédiées et poussées avec où il n'y a pas d'outils déjà préconfigurés, où il faut customiser pour un client. Et ça reste encore quelque chose où je le mettrai pas forcément je le mettrai dans toutes les mains pour que tout le monde puisse tester, parce que c'est sa vocation aussi d'être très accessible de tous. Mais après, dans le maintien, c'est un peu ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est que après, tu te poses quand même des questions sur qu'est-ce que je vais toucher, qu'est-ce que ça va modifier. Et donc, le donner accès à la direction, par exemple, j'aurais plutôt l'impression de donner le bâton pour me faire battre après et d'avoir un produit qui marche moins bien. Mais en revanche, avoir les grandes inputs de la direction pour dire, ah, il faudrait peut-être qu'on essaie de ça, de faire l'A/B testing sur une nouvelle fonctionnalité qu'on pourrait mettre. Ok, bah, allez-y, on démarre de suite, on appuie sur 2 boutons, c'est en prod et c'est parti. Euh, Question sur le niveau de sécurité, pas de risque de fuite de données personnelles. Pas testé plus que ça, moi, POC MVP, donc vraiment pas sur les versions payantes. Aujourd'hui, je pense pas, mais en revanche, je peux rapidement aussi avoir des mauvaises pratiques ou parce que vu que tu es sur une interface et tu montes l'interface comme tu souhaites, tu as aussi des choses sur lesquelles tu peux très rapidement, en fin de compte, donner accès, par exemple, à la base de données des utilisateurs, si tu fais pas attention. Je sais que au moment où j'ai fait mes formations sur Bubble, tu avais toute une partie qui, par défaut, faisait que toutes les bases de données étaient privées. Et après, il fallait forcer pour les passer en public pour cette fois-ci pouvoir créer des relations entre les différentes tables. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de risques importants. Et puis, de toute façon, je pense que ils ont des risques de sécurité, ça se verra assez rapidement. C'est ça, le module d'authentification, normalement, c'est Bubble qui le gère de ton côté. Donc j'imagine qu'effectivement, tu n'as pas de briques à construire et de la responsabilité est quelque part sous Google, même si après, côté que GDPR, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. De toute façon, il y a un sujet sur lequel, effectivement, je n'ai pas creusé, c'est le lieu où les données sont stockées. On pourrait imaginer des applications où on demande des informations personnelles très importantes et que les stocker, Airtable, Bubble, je ne sais pas, je pense que c'est des entreprises américaines et que donc leurs serveurs sont aux États-Unis. Et point de vue loi européenne, enfin GDPR pour parler lesquels, je ne sais pas du tout les impacts possibles en fait. Est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire des actions particulières auprès de, je sais pas, de la CNIL et tout, vu que les données peuvent être traitées à l'étranger. Voilà. C'est une très bonne question, mais quelque part, je pense que ça sort un peu du périmètre du no-code en tant que tel, mais je pense que si effectivement demain il faut faire une application scalable avec beaucoup d'utilisateurs, il faudra se poser la question effectivement à ce moment-là. Eh ben, effectivement, le chien n'est pas d'accord. Il fait que d'aboyer. Je pense qu'il va falloir que je vous abandonne. En tout cas, merci pour toutes les questions que vous avez pu nous poser. Ouais. C'était cool. J'espère que le partage vous a plu. On espère que le partage vous a plu. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter sur LinkedIn, sur Société Link Value, Roman ou Jérôme, vous nous trouvez super rapidement. Voilà, nos Alors, coordonnées apparaissent ici et avec grand plaisir, on vous répondra.